Mesdames, Messieurs, salut, bienvenue à cette toute première édition de votre désormais magazine économique 7 Échos. En 26 minutes chrono, 7 Échos plonge au cœur de l'actualité économique de l'heure, analyse, reportage, études d'impact, opportunités à saisir. 7 Échos, chaque semaine, vous baladera dans les méandres de ce qui constitue les préoccupations du secteur productif de l'heure, ici et ailleurs, et qui impactent sur la qualité de vie des populations. Premier arrêt cette semaine, les milieux d'affaires. La pandémie du coronavirus qui secoue actuellement le monde a profondément bouleversé le fonctionnement des entreprises, les amenant pour bon nombre d'entre elles à reconsidérer leur budget prévisionnel pour l'année 2020. De nouveaux termes ont fait irruption dans le monde du travail, mesures barrières, télétravail pour ne citer que ces deux-là, avec tout ce que cela a comme conséquence sur les charges de ces entreprises. L'un des secteurs les plus touchés par cette pandémie est sans aucun doute le secteur des transports. Limitation du nombre de passagers par voiture, application systématique des mesures barrières, port du masque, sont entre autres les charges supplémentaires imposées à ces entreprises-là dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Comment tout ceci est-il perçu par les acteurs du secteur? Quel impact sur leur rendement et leur chiffre d'affaires? 7 Échos fait la lumière sur les conséquences économiques du Covid-19 sur le secteur des transports. Juste après, nous retrouverons le patron de l'un des fleurons du transport interurbain entre Douala et Yaoundé. Gare routière de Yaoundé, Mvan, un mois après la découverte du premier cas de Covid-19 au Cameroun en cette année 2020. L'ambiance est morose. Des voitures de transport s'alignent toujours pour faire le plein, mais leur nombre a considérablement diminué ici. Les clients ne se bousculent pas. Le coronavirus est passé par là. Les gens voyagent de moins en moins. Vous savez, jusqu'ici, certaines personnes n'ont pas bien compris quand même l'information. D'autres personnes pensent qu'on ne voyage même pas. Mais or, le ministre a dit ne voyage que celui qui trouve la nécessité. Donc, la majorité des personnes sont sur place. Ceux qui voyageaient le plus, c'était les commerçants. Mais comme tout est arrêté, les commerçants ne voyagent plus. Dans les agences, il faut montrer patte blanche pour embarquer dans un bus de transport. Application des gestes barrières, port du masque, restriction drastique du nombre de passagers. La lutte contre le Covid-19 impose de nombreux sacrifices à tous. J'ai carburé sur ça avec 19 000, ce qui ne fait pas la recette de ma voiture. Ma recette, c'est 25 000. Quand je fais 19 000, ça veut dire que j'ai manquant de 6 000. Moi-même, la ration, je ne rentre pas avec la ration. Si tu n'as pas un patron compréhensif, tu perds le travail. Les gens du village ont peur de venir en ville en disant que le corona est en ville. Donc, c'est les BAM, c'est là qui nous font la recette. Et quand ils ne voyagent pas, nous, on ne fait pas les recettes. On subit un très grand coup. Parce qu'un bus de 70 places qui part à 49 places, c'est forcément à la perte. Et on essaye de s'accrocher en espérant que le gouvernement va trouver des moyens pour nous permettre de nous en sortir. Vous vous présentez avec votre ticket en main, on prend votre température, on vous désinfecte les mains et vous accédez au bus. Dans le bus, vous êtes 50. Vous êtes libre de choisir les places dans le bus, mais alors, de sorte que les contacts soient moins serrés. Dans un premier temps, nous avons installé les lave-mains, le produit hydroalcoolique, et nous avons également pris les dispositions par rapport au nombre minimum de passagers. Par exemple, pour un bus de 70 places, on est obligé de mettre pas plus de 40 places pour éviter la surcharge et puis que les passagers ne soient pas serrés dans le bus. Nous communiquons dans tous les bus avant le départ. Nous rassurons aux passagers que le chauffeur ne prendra aucune autre personne en dehors d'eux parce que ces personnes ne sont pas désinfectées, ne sont pas passées par un contrôle. Donc en cas de, nous avons affiché des numéros verts qui directement peuvent appeler et puis on résout le problème. Et en appelant peut-être un contrôle
sur le tronçon et puis ils font le reste. En agence comme sur les routes, les contrôles sont stricts. Impossible de jongler avec le respect des mesures barrières. Ici, Douala, nous avons 3 postes de contrôle. Au niveau de Mbankomo, au niveau de l'aire de repos à Andoupé et au niveau de DEA. Ça veut dire que chacun des 3 contrôleurs est chargé de se rassurer que le chauffeur n'a pas pris une tête de prise. On respecte normalement le nombre. Parce que si tu ne respectes pas, tu ne passes pas dans les contrôles mixtes. On respecte et le passager lui-même est conscient qu'on a dit non. Sur une voiture de 19 places, on met 12 places. Le passager le sait. Les compagnies ont dû se réajuster. Travail de cas pour certains, chômage partiel pour d'autres. Cette réorganisation du travail génère à coup sûr de nouveaux coûts de production. Comment s'est-on réajusté au sein de ces compagnies? Quel impact tout ce redéploiement a-t-il sur leurs activités? Difficile de l'imaginer. Pour en avoir le cœur net sur la situation telle que vécue par les compagnies de transport, nous sommes allés à la rencontre de chefs d'entreprise et nous voici donc en route pour Finesse Cameroun. Bonjour Monsieur le Directeur Général. Bonjour à tous, bonjour à vous. Vous avez encore le sourire. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Vous avez certainement réorganisé le travail au sein de votre entreprise. L'organisation est orientée sur 2 points. Les points en termes de restriction du nombre de passagers, les points en termes d'hygiène. Alors au niveau de l'hygiène, c'est le lavage des mains, l'eau coulante, ou alors au gel hydroalcoolique. Et nous avons aussi au niveau des restrictions des capacités de véhicules, nos bus de 110 places qui sont passés à 50 places. Et les bus de 30 places, je pense, à 19 places maintenant. Et je vous assure que c'est intenable. Nous avons dû revoir un peu nos tarifs officiels qu'on nous avait accordés, qui sont effectivement appliqués à nos jours pour essayer d'équilibrer. Parce que le coût en termes de jeu d'économie d'échelle ne peut plus se faire parce qu'il y a des restrictions et des conséquences dues au confinement qui est recommandé. Concrètement, quel impact tout cela a eu sur votre activité? Impact financier et même impact au niveau du volume des chiffres d'affaires? Le confinement rend les gens beaucoup plus casaniers. Ça fait qu'il n'y a plus de mobilité. Et là, le turnover prend un coup parce que nous sommes déjà au tiers. Je pense que si on avait 30 voyages, nous allons faire 10 voyages aujourd'hui. Et non seulement sur les voyages, ce n'est pas une capacité totale, c'est une capacité aux 2 tiers. Donc, ce qui fait que vraiment le chiffre d'affaires a un coût. Et nous envisageons même baisser le niveau de salaire, mais soit envoyer du personnel en chômage technique, mais ce n'est pas tout comme charge fixe. Nous avons des loyers et des traites que nous avons à payer. C'est des relations que nous avons rouvertes avec des correspondances auprès de nos bailleurs de fonds, ce qui fait que ce n'est pas tenable du tout en termes de baisse de chiffre d'affaires. Mais vous tenez quand même, puisque des bus continuent de monter et de descendre. Premièrement, nous tenons, mais c'est vraiment au forceps. Je pense qu'au début de cette activité, la corporation a jugé utile d'arrêter l'activité. Mais pour ne pas bloquer tout le système, on essaie de tourner. Et c'est pour ça qu'on veut voir au niveau de la répartition des charges, on veut voir d'abord le premier mois ce que ça a produit. Et le deuxième mois, on va prendre des décisions un peu plus sévères. Mais d'emblée, en général, l'ordre est au soutien du gouvernement parce qu'il y a des surcoûts liés au respect des règles de confinement. Et à votre avis, si l'État devait vous accompagner, il le ferait à quel niveau? Vous voyez, le transport, il y a des surcoûts. Vous savez, l'OMS nous a donné 2 seaux. Bon, nous, à Yaoundé seulement, nous avons besoin d'une dizaine. Ce que nous avons fait, nous avons racheté. C'est de l'eau qu'il va falloir
renflouer, c'est des gels qu'il va falloir acheter, c'est des thermoflash qu'il va falloir acheter. Le grand problème dans cette histoire, c'est les enchères qui courent derrière. Et concrètement, ça peut vous revenir à combien tout cet investissement supplémentaire à faire? Au quotidien, nous avons, bien qu'il y a les jeunes qui ne savent pas être utilisés, au quotidien, nous avons en moyenne 400-500 000 francs par jour, parce que les masques se changent tous les 3 heures. Et si vous aviez un message en direction des pouvoirs publics du gouvernement, qu'est-ce que vous leur demanderiez aujourd'hui? Je voudrais d'abord attirer les autorités une attention au niveau de la prévention routière, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on n'est pas tous dans la lutte contre le coronavirus. Certaines autorités sur la prévention routière, sur le contrôle routier, trouvent en ça une ouverture à l'escroquerie. Et il faudrait qu'on donne beaucoup en termes de police préventive, conseiller le personnel, conseiller les employés, les passagers. Si l'objectif c'est de combattre le coronavirus, il n'y a pas à mettre la pression sur les opérateurs, que chacun y mette son appui pour qu'ensemble nous vaincrons cette pandémie. En tout cas, Monsieur le Président Directeur Général, je vous souhaite bon vent dans cette activité. Je vous souhaite de durer dans le temps parce que le confinement, il risque encore de se prolonger, même si ce n'est pas un confinement sévère. On constate tout simplement que, comme vous l'avez dit, les usagers ne viennent plus pour voyager tout le temps. C'est timide, madame, c'est très timide et c'est décourageant. Bref, nous attendons beaucoup et nous avons espoir. Si c'est la nature qui nous parle, il faut qu'on se repense tout de suite. C'était donc Félix Etoundi, le président directeur général de Finesse Cameroun, qui a accepté de nous ouvrir ses portes pour évoquer avec lui le réajustement des compagnies de transport avec la mise en œuvre des mesures de lutte contre le coronavirus au Cameroun. Merci, monsieur le président. À l'instar des transports, de nombreux autres secteurs économiques nationaux ont pris de plein fouet le Covid-19, ce qui pose désormais la question de l'accompagnement des acteurs économiques dans la lutte contre cette pandémie que beaucoup assimilent aujourd'hui à une véritable catastrophe. Que faire pour éviter la dépression en cours de téléchargement dans les milieux d'affaires? Y a-t-il un cadre juridique qui précise les conditions de l'encadrement des pouvoirs publics au secteur économique? Comment les entreprises elles-mêmes se sont ajustées pour faire face? C'est le soubassement de cette deuxième partie de votre émission. Et juste après, nous retrouverons Alain Blaise Batonguet. C'est le secrétaire exécutif du JICAM qui revient sur les attentes des entreprises. Le secteur informel est l'un des secteurs les plus touchés par la lutte contre le Covid-19. Vraiment, la pandémie, comme vous le dites, vraiment, ça ne va pas. Avant, là, quand je venais vendre, le matin, mon bar était un peu plein, mais maintenant, là, regardez comment c'est sec. Depuis le matin que je suis là, rien ne marche vraiment avec cette pandémie qui est dehors, rien. Je travaillais même là avec une fille, mais elle a été obligée de démissionner parce que ça ne va pas. Ma recette a beaucoup chuté parce que par jour, je pouvais vendre 5, 8, 10 casiers par jour. Maintenant, je ne parviens même plus à vendre 2 casiers de bière. Puisqu'on ferme tôt, plus tard 18h, nous sommes obligés de fermer. Par contre, c'est à l'heure là que les travailleurs et tout viennent se ravitailler et se mettre à l'aise à cette heure-là. Et à 18h, nous sommes obligés de fermer. Et à l'heure là, en journée, vous-même regardez. Regardez vraiment, ça ne va pas. Je suis vraiment à terre. Mon bailleur me met la pression à la maison et tout, ça ne va pas. Ça ne va pas, pardon. Si le gouvernement pouvait trouver une solution pour nous, surtout nous, les femmes, nous débrouillons comme ça. Parce que c'est avec ça que nous payons la maison, les enfants, tout. Et quand c'est comme ça, je ne sais pas jusqu'où nous allons arriver avec ça. Traditionnellement au Cameroun, le secteur informel représente à lui seul près de 70% de l'activité économique. Mais il dépend pour sa survie des grosses entreprises du secteur formel. La chute vertigineuse de ces grandes entreprises ne leur sera-t-elle pas préjudiciable? L'État du Cameroun a une grande proportion des individus qui sont dans le secteur informel, donc qui échappent à tout contrôle. Pour l'instant, je pense que ça ne peut être que des mesures de soutien direct aux ménages. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas les toucher directement parce que
on n'arrive pas toujours à les maîtriser. Ça peut être fait en termes de soutien plutôt à la demande de ces ménages, puisque ce sont ces ménages-là qui tiennent ces entreprises du secteur informel, et voir donc dans quelle mesure l'État peut accompagner ces ménages-là en termes d'allègement sur les prix de certains produits. Tout ce qui est produit de grande consommation, notamment la suspension de la distribution des factures d'eau et d'électricité. Il est désormais évident qu'un programme d'accompagnement du secteur productif s'impose, car au regard de ses conséquences, le coronavirus s'apparente pour beaucoup aujourd'hui à une véritable catastrophe. Nous vivons une véritable catastrophe. Il y a toute une réorganisation des choses. Il y a des hôpitaux de campagne qui sont créés. Il y a certaines structures, comme des structures hôtelières, qui sont réquisitionnées pour l'accueil de certaines personnes. Donc ce n'est plus le fonctionnement normal. Alors nous sommes devant une catastrophe. Alors une catastrophe de grande envergure. Mais alors, le Cameroun dispose-t-il d'un cadre légal pour cette prise en charge? Comment sera-t-elle organisée? Il y a un arsenal juridique qui, fort heureusement, qui est notamment fait par des instruments nationaux et certains instruments internationaux. Les instruments nationaux, vous avez par exemple la loi de 1983 sur ce qu'on appelait sur les appels à la générosité publique. Cette loi permet à l'État de faire appel à la générosité publique pour faire face à un événement comme celui-là. Et quand je dis heureusement qu'il y a un cadre juridique comme celui-là, ça permet d'éviter un désordre. Et le décret également de 1985 de cette loi qui prévoit l'octroi de l'autorisation de lancer les appels à la générosité publique qui doit être fait par le MINAT. Sur le plan maintenant international, vous avez d'autres instruments, les accords de Beijing, ainsi de suite, sur la protection des populations, sur lesquelles également l'État peut s'appuyer pour revenir en aide des populations qui sont dans cette situation, je peux dire, de sinistre. Vous avez également d'autres textes qui sont des textes internationaux sur les protections civiles qui permettent également à l'État de jouer ce rôle. Il y a le pouvoir que le président peut prendre, peut décréter l'état d'exception. Au Cameroun, il y a le décret 98/031 du 9 mars 1998 portant organisation des plans d'urgence et de secours en cas de catastrophe ou de risque majeur. Ce plan dont nous vous parlons prend en compte la protection du territoire national contre la propagation du virus, ce que nous voyons déjà, la couverture médicale, ce que nous voyons au centre des opérations d'urgence de santé, la prise en compte de l'impact économique, social, culturel et environnemental, la communication, la sécurité, la logistique. Et tout cela devrait donc être organisé en commission afin que la sphère de décision puisse prendre de bonnes décisions. Beaucoup de secteurs sont sinistrés par rapport à cette situation et le seront encore davantage. Il serait temps que les pouvoirs publics pensent à passer à l'étape d'après, c'est-à-dire sauvegarder, pour que, comme disait le canard enchaîné, un de ses titres dernièrement, pour qu'on ne passe pas de déconfinement à une déconfiture. Le secteur des transports ne cesse de brandir des menaces de grève. Les acteurs exigent la mise en place d'un certain nombre de mesures pour les aider à faire face à cette exigence de lutte contre le Covid-19. Sont-elles dans leurs droits? Aucun secteur n'est épargné. C'est pour ça que je pense qu'il faut taire nos ambitions personnelles. Il faut taire les querelles inutiles, les mettre de côté pour que nous soyons en unisson pour combattre l'ennemi commun. Si l'ennemi gagne du terrain, à quoi serviraient toutes les revendications qu'ils sont en train de faire? Parce que tout le monde subit. Si vous privilégiez uniquement les transporteurs, d'autres vont sortir également pour vous dire que
voilà la situation, nous sommes en train d'aller droit au mur. Donc, essayez de faire ceci, essayez de faire cela. Mais je n'exclus pas, je dis que c'est des revendications qui sont certes légitimes. Si le pouvoir peut les prendre en compte et régler un certain nombre de problèmes, pourquoi pas? Au sein des organisations patronales, la réflexion est en cours. Des propositions ont été faites par le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, au Premier ministre chef du gouvernement. De quoi s'agit-il? Peut-on évaluer à ce jour la dépression économique en cours de téléchargement est liée au coronavirus au Cameroun? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre du JICAM afin de déblayer dans toutes ces interrogations. Alain Blaise Batongué est le secrétaire exécutif du groupement interpatronal du Cameroun. Bonjour Alain Blaise. Bonjour Gisèle. Et surtout merci pour la disponibilité que vous affichez. C'est toujours avec plaisir. Comment est-ce que là-bas vous vivez cette pandémie? Écoutez, avec beaucoup de difficultés. Parce que dès que les frontières internationales ont été coupées, immédiatement les entreprises ont commencé à souffrir parce qu'aujourd'hui dans un village planétaire, chaque entreprise a des partenaires, a des fournisseurs qui sont dans d'autres pays, en Europe, en Asie. Et à partir du moment où les avions ne pouvaient plus arriver, où les bateaux n'arrivaient plus aussi facilement, immédiatement il y a eu des impacts. Mais les impacts les plus directs, tels qu'on a pu le constater, ont été au niveau du transport. Transport aérien, transport maritime, transport terrestre, urbain et interurbain, où les impacts ont été directs. Mais également le grand secteur du tourisme, les hôtels, les restaurants, les événements. Donc toute cette économie-là a immédiatement plongé et fait aujourd'hui moins de 10% de leur chiffre d'affaires habituel. On peut y ajouter tout le secteur de l'économie de la nuit, où désormais tout doit être fermé avec des impacts directs. Donc évidemment, les chiffres d'affaires ont plongé et on a dû concevoir de manière générale un aménagement particulier dans le fonctionnement de nos entreprises. Ce qu'on a suggéré à l'ensemble de nos entreprises, c'est de faire des espèces de permanences tournantes. Si vous avez 30 personnes que vous avez conservées dans votre PME, 6 ou 7 peuvent venir travailler, les autres font du télétravail. Est-ce qu'on peut avoir des premières évaluations sur les pertes à rincer au niveau des entreprises? Quand on prend le secteur du tourisme, les évaluations sont claires. Il y a à ce jour une dizaine d'hôtels qui ont fermé. Lorsqu'on parle du secteur de la restauration, les restaurants sont ouverts en mi-journée, mais pas le soir. Or, l'essentiel du chiffre d'affaires des restaurants, c'est le soir qu'ils le font. Tout ce qui sont dans l'événementiel, les réunions, la sonorisation, les gadgets publicitaires, depuis un mois et demi, on ne peut plus rien faire. J'ai pris le cas du secteur du transport. Vous avez suivi comme nous que Camerco a fini par arrêter de voler. Lorsqu'on regarde ceux qui font également les bus, là, les agences qui faisaient 14 rotations par jour sont revenues à 3 ou 4 par jour. On peut évoquer également les entreprises qui font dans l'import-export. Comme on l'a dit, les commandes ne peuvent plus être assurées et lorsqu'elles le sont par bateau, elles arrivent avec beaucoup de retard et les temps de passage se sont rallongés parce que quand le bateau arrive, il faut imposer la quarantaine. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos doléances par rapport au pouvoir public? Le Made in Cameroun, dont on a régulièrement demandé la promotion, va enfin prendre un coup d'accélérateur, on l'espère. Maintenant, sur les mesures immédiates, elles étaient d'un certain nombre. Il y avait des mesures fiscales, des mesures douanières, des mesures en rapport avec les TIC, des mesures en rapport avec les facilités financières des banques et des mesures en rapport avec le budget. Les mesures immédiates en matière fiscale, c'était des mesures d'aménagement d'un service particulier de la Direction générale des impôts sur les entreprises parce que nous vivons un moment particulier. La suspension des contrôles fiscaux, le report sans pénalité des délais de déclaration statistique, l'assouplissement des conditions de délivrance des attestations de non-redevance. Donc,
quelques mesures comme ça qui ont été rappelées, qui en fait permettent simplement aux entreprises de tenir. Nous ne sommes pas en cogestion avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui décide, mais il est important que le gouvernement décide en discutant parfois directement avec les représentants du secteur privé pour mieux tâter le pouls de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que vous pensez que les entreprises sortiront debout de cette pandémie? Il y aura beaucoup de difficultés, mais nous osons croire qu'il n'y aura pas d'effondrement. Parce que les Camerounais sont forts et dans leur ingéniosité, ils sont capables de créer des choses intéressantes malgré un environnement difficile. C'était Alain Blaise Matongué, c'était le secrétaire exécutif du GICAM qui a accepté de répondre à nos questions sur la manière dont le monde des entreprises affronte la pandémie du coronavirus au Cameroun. Merci Alain Blaise pour tous ces éclaircissements. C'est un plaisir. Nous espérons que vos négociations avec le gouvernement iront dans le bon sens et vous donneront satisfaction. Nous vous tiendrons informés de toute façon sur nos plateformes habituelles, mais également parce que nous sommes toujours disponibles au téléphone ou par mail pour vous apporter les éclairages nécessaires. Merci beaucoup. Et c'est ici que prend fin cette toute première édition de votre magazine 7 Échos qui revenait cette semaine sur le Covid-19 et son impact sur l'économie nationale au Cameroun. Merci mesdames, messieurs d'avoir été des nôtres. Nous espérons que vous avez apprécié. Mon équipe et moi-même vous disons une fois de plus merci et espérons vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission.